Bonjour, bienvenue sur Roots TV pour une nouvelle diffusion de rencontres avec l'auteur. Ce n'est pas un roman, mais un ouvrage d'études monographique qui étudie l'histoire de l'Église. Armand Mbili est l'auteur de cet ouvrage dont le titre est « D'une Église missionnaire à une Église africaine nationale, l'Observatoire du Grand Séminaire d'Otélé, 1949-1968 ». Bonjour Armand Mbili. Bonjour Madame Goss. Alors, vous avez un doctorat d'histoire, filière des relations et échanges culturels internationaux, doctorat que vous avez obtenu à l'université Pierre Mendès France Grenoble 2. Oui. Monsieur Armand Mbili, pourquoi avez-vous choisi ce sujet d'une église missionnaire à une église africaine nationale? Alors, j'ai choisi ce sujet, parce que je pars du fait que je suis un chrétien catholique. Et donc, dans mon enfance, je constate que nous partons tous les jours à l'église. Et je n'avais pas encore conscience du fait que nous étions en train de vivre une certaine acculturation. Donc j'étais petit et j'ai grandi à l'époque, j'ai fait des chorales. Et donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la chrétienté dont on parlait tous les jours n'était pas de ma culture. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la culturation, comment c'est né, comment ça s'est passé. Alors j'ai préféré plutôt travailler avec les séminaires, les grands séminaires où vraiment c'est un foyer d'acculturation, d'assimilation religieuse, de transmission de la culture religieuse occidentale. Donc cet ouvrage sort de ma thèse de doctorat, dont notre titre était les phénomènes d'acculturation dans le clergé catholique camerounais. Là c'était le titre. Ça c'était le titre de ma thèse avec comme l'Observatoire, le Grand Séminaire d'Otélé de 1949 à 1968, dans un contexte de décolonisation et politique bien sûr, et du Concile Vatican II. Donc en fait, mon souci c'était de comprendre l'assimilation culturelle et religieuse que nous avons peut-être subie ou bien acceptée chez les populations bêtises au centre en général. Donc c'est ça mon souci, et de par là, mieux comprendre, peut-être quand je fais faire une assimilation, que je prenne ça comme quelque chose que j'adopte volontairement dans ce cas-là, et que je ne sois plus en train de subir comme je l'avais subi à l'époque de ma tendre enfance. Et vous avez dû rencontrer, je veux dire, beaucoup de difficultés quand même lors de vos recherches. Bien sûr. Vous en dire plus? Bien sûr, quand vous êtes laïque, et sachant le domaine secret de l'Église catholique romaine en général, quand vous partez dans ce domaine-là, il faudrait vous dire que vous aurez des difficultés, parce que vous pouvez être considéré comme un espion qui a envie de chercher je ne sais pas quoi, parce que j'ai eu pas mal de difficultés. Mais cependant, je ne vais pas me calquer sur les difficultés, je me calque sur les réussites qui ont quand même fait en sorte que cet ouvrage soit conduit. Les difficultés, c'était, bon, il y a certains anciens d'Otélé qui ne voulaient pas parler. Pourquoi? Vous savez... Il y a des secrets dans l'Église catholique. Bon, j'en sais rien. Est-ce qu'il est attaché? J'en sais rien, mais je peux comprendre parce qu'il y a eu une fois, j'étais parti à Otélé pour faire des recherches. Et à l'époque, c'était un occidental qui était, il était curé. Alors j'étais parti vers lui pour lui essayer d'avoir certaines archives. Il ne m'a même pas regardé. Il m'a demandé, il m'a renvoyé au grand séminaire de Nkolbison. J'ai aussi eu des difficultés, je me rappelle, à l'évêché, c'est le centre des œuvres pour les archives de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc, il y avait qui était toujours en perpétuel mouvement. Le premier responsable, père son âme, qui était, avec Armand, refusé parce qu'il ne comprenait pas pourquoi je venais faire
des recherches. Mais le deuxième responsable, il est toujours vivant, Dieu merci, il a compris le sens des recherches que pouvait faire un laïc. Et bon, à Paris, je suis parti chez les spiritains. Les difficultés que j'ai eues, bon, il y a quand même un prêtre spiritain qui m'a conduit quand même à certains archives, mais il y avait d'autres archives qui étaient uniquement orientées par les prêtres spiritains. Donc on m'avait posé la question, si j'étais prêtre, j'ai dit non, vous n'avez pas accès. Donc vous leur avez quand même dit que c'était dans le cadre de votre soutenance. Oui, vous savez, c'était dans le cadre de la soutenance. Et bon, je leur ai dit, mais bon, je n'ai pas essayé de forcer les choses, quoi. D'accord. Et alors là, je vais vous lire juste un tout petit passage qui, on va dire, définit bien le titre de votre ouvrage. Oui. Alors, c'est « On a assez longtemps pensé nos problèmes pour nous, sans nous et malgré nous. Le prêtre africain doit aussi dire ce qu'il pense de son Église en son pays pour faire avancer le royaume de Dieu. » Ça, c'est une phrase qui est dans l'introduction de votre livre et qui résume très bien le titre de votre ouvrage. Alors, vous parlez beaucoup, M. Mbili, d'inculturation dans votre ouvrage. Mais définissez-nous déjà ce mot. Et dites-nous ensuite quel est l'impact qu'il a eu sur les églises au Cameroun. Alors, l'inculturation, je ne vais pas aller dans des grandes démarches pour pouvoir définir ce terme, mais je dirais tout simplement que l'inculturation est le fait de vivre sa foi chrétienne dans sa culture, en tenant en compte la langue, le contexte historique, le contexte culturel, avec le patrimoine culturel. Donc vivre sa foi chrétienne dans son contexte culturel. Donc, voilà. En termes d'impact au niveau des églises, bon, comme on est dans l'église catholique romaine, l'inculturation a eu un grand impact. Je dirais grâce également au Concile Vatican II, grâce au Concile Vatican II, mais on entendait déjà parler, pas dans la pratique, mais dans la théorie, où Pie X demandait en 1956 que, dans une encyclique, que les fidèles puissent vivre leur foi chrétienne selon leur culture, quoi. Et donc c'est à partir, le terme est quand même sorti avec le Concile Vatican II qui a eu lieu de 1962 à 1965. Et cela a permis, en parlant comment dirais-je, du grand séminaire de télé, cela a permis un épanouissement culturel. Parce que, à l'époque, les bénédictins, ils arrivent, quand je prends 1949, ils arrivent quand même en 1932, 1933, et ils arrivent au Cameroun. Moi, j'ai mon travail. Et quand ils arrivent, est-ce qu'on a déjà adopté les méthodes d'inculturation? Non, on est loin, très très loin, tout se passe en latin. Les cours sont dispensés en latin. Il n'y a pas un cours qui parle de la culture. On parle de l'histoire de l'Église, on parle de la Bible, on parle de l'Europe. Donc, imaginons, ces bénédictins, ils ont une formation monacale. C'est-à-dire que c'est des moines. Oui. Mais ils sont appelés à former des prêtres séculiers, c'est-à-dire des diocésains. Alors, on ne leur apprenait pas, on ne leur apprenait ni la culture, ni la société africaine, n'avait aucun contact avec même les populations. C'était très difficile. C'était très difficile. Donc, en 1949, il y avait toujours cette manière de former, d'où aussi les difficultés qu'il y a eu entre les séminaristes, les grands séminaristes, avec leurs formateurs. C'est en 1953, 1956 autant pour moi, qu'on commence à parler du cercle culturel. C'est-à-dire que les grands séminaristes, entre eux, commencent à parler, à faire une association, donc une forme d'association ils ont appelé rencontre
c'est le cercle culturel qui a donné naissance au journal Lumina. Bon. Et donc, ce n'était pas dans le programme scolaire, mais à côté du programme scolaire, ils avaient pas mal de bouquins, ils commençaient déjà à travailler sur le patrimoine culturel, la société africaine. Quand on connaît le succès de la théologie de libération avec Gustavo Gutiérrez en Amérique latine, ne peut-on pas dire que l'inculturation est un échec en Afrique, au Cameroun plus particulièrement? Je dirais que l'inculturation a eu, disons, sa période noire juste avant le Vatican II, juste avant le Concile Vatican II. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu un début d'inculturation, même si on n'a pas parlé d'inculturation à cette époque-là, avant le Concile Vatican II. Bon, vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la conférence de 1944. C'était déjà avec De Gaulle au Congo, Brazzaville. Donc c'était déjà un début de liberté. Et avec la décolonisation politique, l'accès des pays opprimés avec l'indépendance, ça a fait en sorte que l'Église aussi se range vers le modernisme, c'est-à-dire qu'il faut une certaine libération. Donc c'est à partir du Concile Vatican II, avec les textes du Concile Vatican II, qui ont fait en sorte que l'inculturation puisse vraiment commencer à avoir sa place au sein de l'Église catholique, au sein de la formation. Et elle est entrée par quel moyen, l'inculturation dans l'Église? L'inculturation de l'Église, je dirais que ça a commencé quand même, pour ce qui concerne le grand séminaire de télé, ça a commencé par la musique. Okay. Ça a commencé par la musique parce que l'un des pionniers de l'inculturation musicale, c'est un ancien du grand séminaire de télé, Pierre-Claude Ngoumu. Donc il avait déjà commencé. Il fallait dire coucou madame. Non, Pierre-Claude Ngoumu. Donc il a commencé à composer des musiques selon le contexte local. Parce qu'avant, c'était plutôt la traduction. C'est-à-dire, par exemple, on avait « Il est né le divin enfant », on traduisait juste à « Bialé, Mbamba ». Donc c'était juste... presque incompréhensible. Donc c'était la même chose, quoi, mais avec les mêmes notes. Ah, d'accord. Avec les mêmes notes, c'est à peu près comme on peut prendre une chanson en français, on traduit juste, quoi. Mais avec lui, il a commencé à faire des compositions propres en langue, mais qui n'avaient rien à voir avec soit le grégorien, soit la musique occidentale en général. Et donc quand il est devenu prêtre en 1961, il a continué à faire ce travail-là jusqu'à ce qu'il est arrivé à la cathédrale de Yaoundé, où il a commencé donc à faire la messe disons les chants religieux, autant pour moi, les chants religieux uniquement en langue. C'est en 1964-1965 que, par exemple, les balafons ont donc commencé à entrer dans l'église. À la page 227 de votre ouvrage, vous parlez d'inculturation dans la formation musicale à Haut-Télé et les débuts timides du mouvement musical. C'est vrai que ça a commencé assez timidement au grand séminaire Saint-Laurent de Boyer. Oui. Parlez-nous de la différence fondamentale entre les bénédictins et les jésuites. Alors la différence fondamentale entre ces deux congrégations se situe au niveau de l'esprit. Parce que les bénédictins, ils ont un esprit monacal, c'est-à-dire qu'ils sont les moines, et donc normalement ils sont quelque part où ils font la prière, donc ils sont hors de la société, pendant que les jésuites sont plutôt ouverts à la société. Donc c'est là le point le plus important dans la différence entre les deux congrégations. Donc ce qui fait que les jésuites, les grands séminaristes ont beaucoup plus eu entre guillemets, si on peut parler de la joie, de facilité à travailler avec les jésuites
parce qu'ils avaient un esprit séculier, alors que les bénédictins voulaient former les grands séminaristes à l'esprit monacal. Après, c'est que pour faire le grand séminaire, pour être prêtre, tu pouvais faire 17 ans, du petit séminaire à la sortie, 17 ans sans sortir, sans voir tes parents, ta famille. Sans partir en famille. Billy, quels sont vos projets? Comptez-vous écrire un autre livre dans le cadre des églises? Je ne dirais jamais, jamais. Mais vous savez, pour écrire un livre, surtout un livre d'histoire, il faut des sources. Il faut des sources écrites, sources orales, et par conséquent, il faudrait des financements. Donc je ne peux pas dire jamais, jamais. Parce que ce livre, disons le travail que j'ai effectué, je n'ai eu aucun apport financier de quiconque. C'est moi qui faisais les déplacements pour le Cameroun. Je vais même vous dire un document, ce qui est dommage. Un document du grand séminaire de télé qui rassemble Lumina, qui est le journal du grand séminaire de télé. Je l'ai lu où? En Allemagne. Pourquoi? Au lieu du grand séminaire de télé, c'est une brochure récapitulative de tous les journaux. Je l'ai lu où? En Allemagne. À combien? À 110 €. Donc vous vous rendez compte. Donc, j'ai commis ce livre par mes propres moyens, mais je ne dis jamais, jamais, je peux avoir des propositions pour pouvoir écrire un autre bouquin dans ce sens. Mais mes projets personnels, c'est beaucoup plus être dans un autre domaine, domaine politique, domaine sociaux, culturel, parce que vous avez un doctorat d'histoire. Vous pouvez retrouver cet ouvrage dans toutes les grandes librairies. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'éditeur chez l'Harmattan. Et quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition. Restez sur Roots TV et à bientôt. Au revoir. Au revoir.